Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. Aujourd'hui, je vais vous parler exclusivement de la situation de Taïwan où Pékin fait monter la pression à un niveau jamais vu auparavant. Alors hier a eu lieu au Sénat français l'audition de notre ministre des Armées Florence Parly par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Bien que le sujet principal de l'audition soit l'annulation du contrat de vente des sous-marins par l'Australie, la Chine et son agressivité croissante ont été constamment au centre des discussions. Tout d'abord, je constate que le discours de Florence Parly confirme totalement l'analyse que j'avais faite de la situation dans ma vidéo précédente, les enjeux derrière l'AUKUS, prolifération nucléaire, transfert technologique et alliances brisées. Je me permets de le rappeler car je pense être l'un des seuls en France à avoir fait cette analyse. Contrairement à la plupart des analystes qui voient dans l'AUKUS, malgré l'humiliation française, un message fort envoyé à Pékin, la dissolution de l'alliance franco-australienne et l'isolement de la France qui en découle sont en fait un atout majeur pour Pékin. Voici ce qu'en a dit Florence Parly lors de son audition. Comme vous le savez, c'est pour répondre à la montée en puissance de la Chine que le programme avait été lancé et notre partenariat avec l'Australie renforcé depuis 2016. À l'époque, la demande australienne était claire. Pour faire face à la Chine, la marine australienne devait se doter d'une marine à propulsion conventionnelle, de classe océanique, c'est-à-dire lui permettant d'opérer dans un large rayon d'action. Et sur la rupture du contrat avec la France, la ministre Florence Parly a précisé « Le plus malheureux dans cette affaire, c'est que de tels comportements nous affaiblissent tous collectivement. Ils affaiblissent des alliés qui croient et défendent la voie du multilatéralisme et nous savons tous à qui profite cet affaiblissement. Nous savons tous à qui profite cet affaiblissement, c'est-à-dire à la Chine. » Donc sur cette question, si vous voulez en savoir plus et si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à voir ma vidéo « Les enjeux derrière l'AUKUS ». Alors pour finir sur l'audition de la ministre des Armées, voici quelques extraits supplémentaires que j'ai trouvés intéressants. La France a des intérêts à défendre et un rôle à jouer. Nous proposons aux acteurs de cette région une stratégie dont les objectifs sont clairs. Défendre notre vision de cet espace comme un espace de droit. Ne faire preuve d'aucune naïveté sur les intentions chinoises, mais aussi refuser d'être l'otage de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Nous sommes une nation souveraine de l'Indo-Pacifique. Nous avons donc toutes les raisons d'y jouer un rôle à la hauteur de nos responsabilités et de nos intérêts, et ce n'est pas la rupture de ce contrat qui y changera quoi que ce soit. Nous ne sommes pas seuls en Indo-Pacifique. Nous avons des partenariats importants avec l'Inde, le Japon, Singapour, l'Indonésie et la Malaisie. Et en étroite coordination avec nos partenaires européens, nous resterons pleinement engagés dans l'Indo-Pacifique parce que nos intérêts y sont essentiels. Dans les questions des sénateurs, j'ai noté l'intervention d'Olivier Cadic, qui faisait partie de la délégation de sénateurs français qui s'est rendue à Taïwan la semaine dernière. Les intimidations de la Chine dans la région Indo-Pacifique perturbent la sécurité régionale. Les menaces se font de plus en plus précises. J'étais à Taïwan la semaine dernière. Taïwan expérimente non seulement une augmentation des intrusions aériennes chinoises, mais également des dizaines de milliers d'attaques quotidiennes contre leurs forces armées et leurs infrastructures. Taïwan est contraint d'augmenter ses capacités militaires. Une alliance démocratique est nécessaire pour contrecarrer la vision expansionniste de la Chine. Fin de citation. Le sénateur Yannick Vaugrenard a également fait remarquer « Les relations entre l'Australie et la Chine de 2016 à nos jours se sont considérablement détériorées. C'est une véritable guerre froide à laquelle nous assistons entre l'Australie et la Chine. Un journal du soir nous révélait que depuis 1 an, aucun ministre chinois n'a pris au téléphone un ministre australien. » Et Florence Parly a conclu en répondant aux questions des sénateurs. Déjà, la Chine était vue sur le plan militaire comme étant potentiellement une menace. Il n'y a pas de naïveté, le diagnostic était déjà établi. Ce qui était déjà établi, c'est que cette situation ne pourrait que s'amplifier et s'accélérer au fil des ans. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons déployé des moyens croissants, à la fois pour conforter ce partenariat stratégique avec l'Australie, mais aussi pour émettre un message plus appuyé vis-à-vis de la Chine sur la nécessité notamment de respecter la liberté de navigation. Les filières de la propulsion navale, qu'elles soient américaines ou britanniques, utilisent de l'uranium hautement enrichi, et ce n'est pas le choix que nous avons fait d'un uranium faiblement enrichi.
et ceci peut avoir des conséquences en matière de prolifération. Entre Taipei et Pékin, ces tensions sont encore montées d'un cran ces derniers jours, puisque nous avons tous noté la présence de près de 145 avions militaires dans la zone d'identification militaire de Taïwan. Alors est-ce inquiétant ? Oui, évidemment, car tout cela montre qu'une escalade est possible et qu'elle aurait, si elle avait lieu, des conséquences dramatiques. Fin de citation. Donc voilà ce que j'ai noté d'intéressant lors de ces auditions. Maintenant, concernant cette escalade que craint Florence Parly, elle a déjà lieu actuellement à un niveau jamais atteint auparavant. Alors tout d'abord, regardons le discours de Xi Jinping lors de la commémoration du 110e anniversaire de la révolution de Xinhai à Pékin le 9 octobre dernier. La révolution de Xinhai, aussi appelée la révolution de 1911, s'est produite en 1911 lorsque la dernière dynastie impériale chinoise, la dynastie Qing, a pris fin. Cela a conduit à la création de la République de Chine, qui était la première république démocratique d'Asie. La vraie République de Chine est aujourd'hui à Taïwan, mais le régime chinois commémore toujours la révolution de 1911, notamment pour se poser comme le successeur légitime de la révolution de 1911. Dans son discours, Xi Jinping se dit déterminé à réunifier Taïwan, et quiconque se mettra sur son chemin sera éliminé. On ne peut pas être plus clair. Juste après le discours de Xi Jinping, le 12 octobre, le site officiel du ministère de la Défense nationale du Parti communiste chinois a publié une vidéo des exercices d'atterrissage et d'assaut de l'armée populaire de libération dans la province du Fujian. À la fin d'une autre vidéo, un commandant de l'APL déclare que cet exercice a donné à l'armée chinoise un véritable environnement de guerre pour tester leur capacité de combat au débarquement sur une plage. Bien qu'on ne sache pas exactement quand cet exercice a été fait, le fait que le site officiel du ministère de la Défense nationale ne l'ait publié que quelques jours après le discours de Xi Jinping montre très clairement que l'armée veut renforcer et appuyer le discours de Xi. Le 12 octobre, le Global Times, l'un des porte-paroles du Parti communiste chinois, publiait un commentaire d'un expert chinois évoquant la solution finale à la question de Taïwan, qu'elle soit pacifique ou pas. Et dans le même article, une série d'illustrations montre à quel point la réunification pourrait être pacifique, avec dans la dernière illustration un assaut lancé sur le palais présidentiel de Taïwan avec l'utilisation, comme l'ont remarqué plusieurs internautes, de phosphore blanc. Palais présidentiel taïwanais que les forces armées chinoises connaissent très bien, puisqu'une réplique a même été construite dans la base chinoise de Zhujihe en Mongolie intérieure, afin qu'elle puisse s'entraîner à la prendre d'assaut. Enfin, une anecdote très intéressante. Le nouveau film ultra-patriotique La bataille du lac Changtin sur l'implication chinoise dans la guerre de Corée est sorti en Chine pendant la fête nationale du Parti communiste chinois. Le deuxième jour de sa sortie, c'est-à-dire le 1er octobre, il a battu le record du box-office en une seule journée en Chine, atteignant 389 millions de yuan. Une semaine plus tard, le 8 octobre, les revenus ont atteint 3,49 milliards de yuan. Comment ce film a-t-il atteint de tels résultats ? Notamment parce que les écoles demandaient aux parents d'emmener leurs enfants au cinéma et de les prendre en photo à l'intérieur des cinémas pour prouver qu'ils avaient bien regardé le film. Et cela me fait penser à ces diplomates chinois qui demandaient aux diplomates africains de prendre des photos des bulletins de vote dans l'isoloir pour prouver qu'ils avaient bien voté pour la Chine face à la France pour la présidence du Fonds mondial pour l'agriculture. La France avait d'ailleurs voulu faire interdire ces prises de photos mais n'avait pas réussi, et d'ailleurs elle a perdu le vote. Maintenant, intéressons-nous à un discours d'un des principaux conseillers nationaux du régime chinois, le professeur Qin Canzhong, qui est le doyen adjoint de la School of International Studies, directeur adjoint du Center for American Studies de l'université Zhenmin de Chine. L'université Zhenmin signifie l'université populaire. Elle est spécialisée dans la formation de hauts fonctionnaires et de cadres pour le régime chinois. C'est donc une université très importante. Dans son discours qui a été publié sur sa chaîne YouTube personnelle le 23 septembre, il parle des désavantages de la reprise de Taïwan pour la Chine. Alors personnellement, j'avais découvert pour la première fois Qin Canzhong suite à une conférence de 2 jours qu'il a donnée en 2016, avant l'élection de Donald Trump. C'est notamment là qu'il avait donné la vision réelle des élites chinoises de la France, qui fait partie des 5 pays stupides, endettés et fainéants de l'Europe du Sud,
comparé à l'Europe du Nord, commerçante, riche et protestante. L'initiative Ceinture et Route est d'ailleurs clairement pour lui un moyen de connecter plus fortement la Chine et l'Allemagne pour dominer l'Europe. C'est dans cette conférence également qu'il livre les attentes chinoises vis-à-vis de la Russie dans le front uni contre l'Occident. Il se plaint de la prudence russe qui serait trop récalcitrante selon lui à accompagner la Chine dans sa guerre contre les États-Unis. Cela dit en passant, cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas en même temps qu'une opération sur Taïwan, une initiative russe en Ukraine ou bien turque contre la Grèce, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, revenons sur son discours. Là encore, j'ai sélectionné les passages que j'ai trouvés les plus intéressants. Alors voici ce que dit Qin Canjong. Il y a au moins 10 gains majeurs à tirer de la résolution du problème de Taïwan. Premièrement, la position stratégique de notre pays sera améliorée. La Chine a effectivement de bonnes conditions maritimes, mais il s'avère que nous avons une faiblesse, c'est-à-dire que nous ne sortons pas loin de la frontière maritime. Il y a la première chaîne d'îles, nous sommes scellés à l'intérieur. Mais si nous reprenons Taïwan, Taïwan est au milieu de la première chaîne d'îles. Après avoir vaincu Taïwan, ne serons-nous pas directement face à l'océan Pacifique ? Toute la position géopolitique aura été améliorée, c'est le premier avantage. Deuxièmement, si nous résolvons le problème de Taïwan, nos 100 ans de honte nationale seront complètement renversés. Taïwan est la dernière page de 100 ans de notre humiliation nationale. Une fois le problème de Taïwan résolu, la confiance en soi de toutes les nations augmentera, c'est la vraie confiance en soi, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il y aura une véritable innovation à diriger. Troisièmement, la reprise de Taïwan, bien sûr, mettra complètement l'emphase sur la nouvelle ère du socialisme de Xi Jinping aux caractéristiques chinoises. Alors une remarque personnelle, Xi Jinping veut laisser une trace comparable à celle de Mao. Prendre Taïwan est vu comme son héritage et sa marque indélébile dans l'histoire de la nouvelle Chine. Le cinquième est un avantage très pratique. Après avoir repris Taïwan, nous pouvons immédiatement nationaliser TSMC. Comme je vous l'avais dit, TSMC est le leader mondial des microprocesseurs, dont la pénurie actuelle est déjà un frein à la reprise économique et menace les chaînes d'approvisionnement mondiales. Si la Chine reprend Taïwan, qui en Occident pourra encore recevoir des microprocesseurs ? Sixièmement, résoudre le problème de Taïwan est en fait très bon pour notre stabilité politique. Pour Qin Canjong, la démocratie taïwanaise menace le régime chinois. Y mettre fin est une priorité pour sa stabilité politique. Dixièmement, très important, si nous résolvons le problème de Taïwan, nous établirons vraiment le nouveau prestige international de la Chine. Alors il est probable que le paysage international sera modifié en une seule nuit. Si nous avons résolument repris Taïwan et que les États-Unis ne peuvent rien faire, notre image internationale aura changé. Tout le monde saura que le patron d'origine n'est plus bon, son corps est faible, le nouveau patron est là. Beaucoup de gens craignent que si nous reprenons Taïwan, le monde suivra les États-Unis pour assiéger la Chine. En fait, ils ne le feront pas. J'ai beaucoup voyagé. Je suis allé aux États-Unis plus de 100 fois, en Corée plus de 100 fois, je suis allé dans plus de 80 autres pays. Ce sont tous des pays opportunistes, sans principe, ils courront après le patron. Quand tout le monde verra que le nouveau patron est là, je vous le dis, plus personne ne suivra l'ancien patron. Soit dit en passant, dans le domaine des relations internationales, une grande partie est la science de la stratégie. La science de la stratégie nous dit comment établir stratégiquement notre position de leader. Il y a une trilogie. La première étape, il faut avoir du pouvoir, vraiment avoir de la force. La seconde, il faut avoir de la volonté, oser vraiment user de son pouvoir. Troisièmement, vous devez vraiment utiliser votre pouvoir une fois. Alors les gens seront conquis par vous. Je dirais que notre pays a fait assez pour accumuler le pouvoir. Maintenant, sous la direction du président Xi, nous avons aussi la volonté de l'utiliser. Mais nous devons vraiment l'utiliser une fois de plus. Donc, après l'avoir utilisé à Taïwan, je pense que nous y parviendrons, nous atteindrons notre objectif. Fin de citation. Je pense qu'on ne pourrait pas le dire plus clairement. Après avoir repris Taïwan, le monde se soumettra et suivra la Chine. Voilà l'objectif ultime du régime chinois. Avouer sans ambiguïté, dominer le monde. Que la guerre contre Taïwan soit menée ou pas d'ailleurs, le plus urgent pour les Français et l'Occident en général, est de bien comprendre la nature et la disposition réelle du régime chinois face au reste du monde. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, prenons soin les uns des autres et à très bientôt.